Bonjour Madame la Ministre, tout d'abord merci d'avoir accepté cet entretien. Je souhaitais donc faire avec vous un point sur les conditions du retour à la compétition pour le grand public en ce qui concerne notamment les sports de plein air sans contact dans ce contexte inédit de la pandémie de Covid-19. Je pense bien sûr à l'athlétisme, mais également aux sports nautiques, au triathlon, aux sports équestres, etc. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de rappeler rapidement le contexte. Depuis maintenant plus d'un an, haut niveau mis à part, la quasi-totalité des sportifs est privée de compétition. Les encadrants des clubs de sport déploient des trésors d'imagination pour maintenir la motivation de leurs pratiquants, le plus souvent des jeunes, âgés de 13 à 20 ans, mais également des pratiquants de tous les âges. L'un des ressorts principaux du maintien de cette motivation est la perspective d'un retour à la compétition, qui est la finalité logique, somme toute, d'un entraînement régulier, quel que soit son niveau. Les attentes des sportifs, vous êtes bien placés pour le savoir, sont immenses. À ce jour, et malgré le contexte sanitaire toujours difficile que l'on connaît tous actuellement, quelle perspective pouvez-vous nous donner pour l'assouplissement de l'accès aux compétitions pour tous? Existe-t-il un calendrier prévisionnel? Et si oui, quelles en sont les étapes? Alors tout d'abord, je voulais, à travers cette interview, cet entretien, remercier tous les clubs d'athlétisme qui qui ont maintenu aujourd'hui leur activité en vie et qui ont, au-delà de leurs propres adhérents, permis à des adhérents nouveaux aussi qu'ils ont captés pendant les périodes où il était possible de pratiquer à l'extérieur, ce qui a été le cas quasiment depuis le mois de septembre dernier, même s'il y a eu quelques interruptions, la possibilité de proposer cette activité aussi à d'autres personnes que les adhérents du mois de septembre. Effectivement, l'absence de compétition, je le sais très bien, est un élément qui freine la totale satisfaction des adhérents et aussi des encadrants, puisqu'on sait que dans certains sports, et aussi en athlétisme, la compétition fait partie de l'entraînement et c'est aussi un moyen de maintenir cette confrontation qui est de toute façon indispensable pour avoir l'impression de faire son sport comme il faudrait. Néanmoins, aujourd'hui, la situation sanitaire fait qu'il faut qu'on limite les interactions entre les gens, qu'on limite aussi les déplacements. Et c'est pourquoi on a préféré maintenir possible l'activité sportive. Alors, comme on peut aujourd'hui en extérieur, prochainement, je l'espère, aussi dans les équipements couverts. Et puis après, ensuite, dans un second temps, permettre aussi que du public vienne dans des compétitions sportives pour regarder ces compétitions, mais aussi évidemment pour pratiquer et être des acteurs de ces confrontations. Donc aujourd'hui, vous me demandez une échéance. La commande que nous avons reçue du président de la République, c'est de proposer différentes étapes pour sortir de cette période de 4 semaines qui a été plus restrictive. Donc la première que nous avons proposée, c'est le retour dans des conditions de pratique normale pour les mineurs, donc faire une distinction comme ça a été le cas pendant un moment entre les enfants et les adultes, de manière à pouvoir aussi donner une cohérence à ce qu'il se passe dans le cadre scolaire et proposer cette continuité pédagogique aux enfants, qu'ils fassent du sport à l'école ou du sport en association sportive. Et puis ensuite, permettre à ce moment-là un accès à tous les sports, y compris les sports collectifs, les sports de combat, sans avoir le protocole particulier sans contact que nous proposons aujourd'hui à tous ces sports. Et progressivement aller vers la pratique adulte qui, elle aussi, retrouverait ses droits complets à l'extérieur et à l'intérieur. Et à ce moment-là, progressivement revenir avec des formules de rencontres sportives. Évidemment, beaucoup de compétitions et beaucoup de compétitions classiques amateurs se sont déjà arrêtées aujourd'hui et ne pourront pas reprendre vu la temporalité qui nous sépare de la fin de saison. D'autres sports, néanmoins, vont être très attentifs à ces autorisations, et notamment, je pense, l'athlétisme, le triathlon, donc tous ces sports de masse, le cyclisme aussi, qui peuvent organiser des rencontres pendant l'été, et où on reviendra progressivement à une normalité avec une augmentation du nombre de participants, une augmentation des jauges, mais toujours est-il que les organisateurs d'événements sont invités dès maintenant à travailler sur des protocoles où il n'y a pas trop de personnes sur un même départ, mais plutôt des départs par vague pour qu'on puisse au total proposer la compétition à un nombre suffisamment conséquent d'acteurs pour qu'elle puisse se tenir et pour que aussi économiquement elle ait un sens de se tenir pour les organisateurs et qu'en même temps on puisse
aller progressivement vers une normalisation parce qu'on n'en a pas fini, parce que la campagne de vaccination bat son plein et qu'on doit progressivement permettre à une majorité de la population d'être vaccinée pour qu'on puisse organiser ces événements en toute sécurité pour les participants et pour le public. Alors voilà, donc je vous entends, vous m'avez parlé de la pratique sportive pour les mineurs. Alors je suis désolé, je vous ramène un petit peu à mon propos initial. Cette pratique pour les mineurs, c'est la pratique, c'est l'entraînement, c'est les rencontres hebdomadaires dans son club, mais on ne parle pas encore de compétition à ce moment-là. La deuxième étape, ce sera la compétition, c'est-à-dire aujourd'hui un retour pour les mineurs dans les équipements couverts, progressivement le retour à un protocole avec contact pour tous les sports. Ensuite, on parle d'un retour pour les majeurs dans les mêmes conditions. Et puis, progressivement, on parlera d'un retour avec beaucoup de monde qui vient d'endroits différents pour se retrouver pour une compétition ou pour assister à un spectacle sportif. Donc, ce que vous devez comprendre par là, c'est que c'est dans une troisième étape, dans un troisième temps où on ira vers une normalité, mais ça ne nous empêche pas de démarrer un petit peu plus tôt. Et vous me demandez une perspective. Aujourd'hui, je peux vous l'ouvrir vers la mi-mai, fin mai, un retour, mais vraiment très progressif, vraiment, j'allais dire, minimal pour certaines compétitions qui peuvent se tenir avec un minimum de personnes, ce qui n'est pas le cas pour des grandes manifestations sportives comme des crosses ou comme des grands triathlons publics, sauf à imaginer, je vous dis, des départs par vague, une organisation avec des petits groupes de personnes qui partent et qui sont réunis à des endroits différents. Et éventuellement, vous voyez, une organisation vraiment dans des pôles différenciés parce qu'en fait, on aura une limitation de jauge qui ferait au début aussi que certains événements n'auraient pas d'intérêt à se tenir, puisqu'on sait aussi que voilà, les organisateurs veulent aussi qu'il y ait un sens économique à tout ça pour organiser un tel événement. Bien sûr, donc je suis presque rassuré à vous entendre quand vous me parlez de mi-mai, fin mai. Alors bien sûr, on ne va pas s'attacher précisément à ce que vous venez de me dire. C'est moi qui vous demande une date, vous m'en donnez une. J'ai complètement conscience que le contexte sanitaire, ce n'est pas nous qui en pilotons la dynamique. Mais c'est quand même presque rassurant parce que quand je vous écoutais juste avant, vous me décliniez plusieurs étapes et je me suis dit, mais là, on est mort pour l'été, on part en septembre. Donc, bon, je suis plutôt rassuré. J'ai juste besoin, excusez-moi, je vais peut-être un petit peu vous bousculer, mais moi, je suis une personne lambda qui observe l'épidémie comme tout le monde l'observe. Et alors moi, je me pose la question, mais je l'ai entendu 100 fois. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que sur un stade d'athlétisme, ça fait grosso modo 1 hectare, qu'on puisse rassembler 300 athlètes, mettons, les uns à lancer le javelot, les autres à sauter en hauteur, les troisièmes en train de courir une course de demi-fond avec du jury autour. Mettons 300 personnes réunies sur un stade, réunies sur 10 000 mètres carrés. Ça paraît pas impossible. En plus, on est conscient qu'il y a des gestes barrières à conserver et on est conscient qu'il faudra les conserver longtemps. Qu'est-ce qui s'oppose aujourd'hui que, malgré ce que je viens de vous exposer, en plein air, sur une superficie suffisamment vaste, vous ne souhaitiez toujours pas prendre, en tous les cas, vous preniez beaucoup de précautions pour relâcher les conditions de tenue de compétition? C'est vrai que nous faisons confiance aux organisateurs et pour avoir travaillé avec eux sur les protocoles de tenue des compétitions, on sait très bien que pendant le déroulé d'une compétition et des épreuves, les personnes en responsabilité sont tout à fait capables de gérer des flux, de voir de veiller à ce que les participants ne se croisent pas, se touchent le moins possible et soient en interaction le moins de fois possible. Néanmoins, il n'y a pas que la compétition en elle-même. Il y a aussi le temps où toutes ces personnes arrivent à la compétition. Il y a le temps où la compétition va se terminer. Vous savez comment c'est, que ce soit dans un spectacle sportif ou une compétition sportive. Derrière, tout ça, dans l'habitude collective des personnes qui y participent, c'est associé à un moment de fête, à un moment convivial, à un moment où on a envie de se retrouver. Et il n'est pas entendu et entendable qu'on vienne juste pour faire son lancer de javelot ou sa course et puis qu'après on rentre sagement chez soi. Donc, comme on sait que de toute façon, il n'y a de sens finalement que si ça se passe comme ça, on préfère aussi préserver le sens de ces rencontres sportives en veillant à ce que, effectivement, elles se tiennent au moment où c'est le moins dangereux aujourd'hui pour toute la population, non pas seulement pour celles qui s'y rencontrent, parce que l'autre argument, c'est aussi d'avancer le fait que voilà, les personnes qui font du sport sont en bonne santé, elles ne prennent pas énormément de risques lorsqu'elles viennent, ok, elles vont attraper le virus, mais sans vraiment peut-être déclencher de maladie derrière, et que finalement, si elles sont qu'entre elles,
ça pourrait nous ramener à la bulle sanitaire des sportifs de haut niveau. Et finalement, bon, ok, le virus circule entre eux et c'est pas si grave que ça. Après, dans la vraie vie, ces personnes, elles vont rentrer dans leur famille, elles repartent. Si elles se sont transmis le virus, même si elles ne le savent pas et que ça ne se voit pas concrètement, et j'entends très bien que les organisateurs peuvent tout à fait, en bonne foi, prétendre et dire qu'il n'y a pas la circulation du virus qui a été visible et aucune personne n'a déclaré de maladie en partant ou en arrivant. Voilà, la particularité de ce virus, c'est qu'il est très souvent, la plupart du temps, asymptomatique, notamment chez les personnes qui sont sportives et en très bon niveau physique et voilà, robustes, j'allais dire, face à ce virus. Et que c'est d'autant plus pernicieux puisqu'en fait, le virus se transmet sans qu'on puisse le voir. Et il faudrait effectivement, pour que ces compétitions puissent se tenir, être en capacité de valider un protocole depuis le départ de la personne de son domicile et jusqu'à son arrivée au domicile, en veillant à tout, le transport, la rencontre, l'entrée, la file d'attente pour rentrer, le moment où il ne va pas être en compétition sur un stade. Et tout ça, aujourd'hui, on l'essaye. Je ne vous dis pas qu'on n'essaie pas de le travailler, et notamment avec le public dans les stades de football, puisque des clubs aujourd'hui professionnels, de sport professionnel collectif, seraient en capacité d'avoir les moyens d'aller chercher le public en bus chez eux de manière sécurisée et le ramener à la maison, ce qui ne peut pas être le cas pour d'autres sports. Mais voilà, c'est vrai que ça dépasse, si vous voulez, aujourd'hui, quand nous parlons de tout ça, c'est non pas dans l'épreuve sportive que c'est le plus dangereux, mais c'est tous les à côté que nous voulons éviter, mais l'éviter dans la période où c'est le plus critique sanitairement parlant. Voilà. Alors, on parlait, j'ai bien compris qu'il y aurait des étapes. Je reviens sur ce courrier qui avait été envoyé donc, courant mars par les présidents de 4 grandes fédérations, l'athlétisme, la natation, le cyclisme et le triathlon. Ils avaient une requête qui était, je vais presque dire minimaliste, parce qu'aujourd'hui, seuls les sportifs de haut niveau ont accès aux compétitions. Ils demandaient juste quelque chose. Alors, ils évoquaient forcément la perspective de Paris 2024. Ils évoquaient le fait que cette règle allait tomber. Alors, les listes de haut niveau ont été constituées hors ce contexte et les gens n'avaient pas conscience à l'époque, quand ils ont été inscrits ou pas inscrits sur ces listes de haut niveau, l'importance que ça allait revêtir quelques mois plus tard compte tenu du contexte. Et vous le savez très bien, certains sportifs qui sont des potentiels, peut-être pas des potentiels olympiques, mais il y en a quand même des potentiels olympiques et des sportifs de très haut niveau en tous les cas, qui pour une raison ou pour une autre, une blessure au mauvais moment, sont passés à côté de la liste de haut niveau. Ces 4 présidents de fédération demandaient un élargissement à ces potentiels. Alors là, en laissant, en travaillant la main dans la main, j'imagine, entre le ministère et en faisant confiance aux fédérations pour leur confier quelques noms supplémentaires. Alors quelques noms, quelques dizaines de noms peut-être, je ne saurais pas. Où en est cette évolution? On a vu samedi soir, moi j'étais à commenter le meeting de sélection pour la Coupe d'Europe d'athlétisme à Passé, près de Rennes. Et là, pour la première fois depuis très longtemps, on a eu quelques athlètes qui étaient non listés. Il y avait eu un échange entre justement vos services on a pu assister à la course de certains athlètes qui n'avaient pas pu accéder aux compétitions jusqu'ici. Alors c'était une super évolution. Qu'est-ce que ça va devenir? C'est juste un tremplin pour la suite ou est-ce que ça va rester un essai non transformé pour les semaines qui viennent? Alors, j'ai l'impression que vous mélangez 3 sujets. Il y a eu ce courrier où effectivement ces fédérations aujourd'hui nous ont alertés sur le fait qu'aujourd'hui dans la compensation de billetterie sur les sports professionnels et les compétitions des fédérations des sports collectifs, nous n'avions pas pris en considération les compétitions où il n'y avait certes peut-être pas du public payant, mais en tout cas des participants qui, eux, amenaient un plancher économique, si vous voulez, pour que la compétition puisse se tenir pour les sportifs qui sont de haut niveau. Excusez-moi, je n'ai pas l'impression. J'ai le courrier devant moi. Il n'est pas du tout fait allusion à la billetterie. On parle vraiment des jeunes très prometteurs, U18, U20, U23, qui n'ont pas pu entrer dans les listes SHN faute de compétition en nombre suffisant en 2020. Alors moi, j'ai eu un courrier qui faisait référence à ce que je vous disais là, c'est-à-dire que les fédérations demandaient une compensation pour ces événements qui n'avaient pas pu se tenir. L'autre sujet, effectivement, le deuxième sujet, c'est comment organiser des compétitions avec des SHN, mais aussi des sportifs qui ne sont pas sur liste et qui sont indispensables à la tenue de ces compétitions. Cet aspect-là, depuis le début, il a été acté par le ministère des Sports. Il n'en reste pas moins que pas toutes les fédérations ne l'ont pas traduit comme elles auraient pu le traduire. Et donc, effectivement, suite à ce courrier, on leur a fait la réponse que d'autres fédérations avaient déjà mise en place et qui faisaient des compétitions
avec des sportifs listés, mais aussi des sportifs pas listés qui étaient considérés comme des partenaires d'entraînement et des partenaires de compétition. Donc, c'est pour ça que vous avez pu voir peut-être ce meeting que vous avez jugé exceptionnel, mais qui en fait, dans d'autres disciplines, avait déjà eu lieu depuis le début de l'organisation des compétitions qui, elles, étaient autorisées. Et puis après, un troisième sujet qui est celui, effectivement, où là, c'est plutôt des sportifs aussi qui nous ont interpellés en nous disant, voilà, moi, je n'ai pas encore accédé à la liste de haut niveau, mais en fait, comme les compétitions qui me permettraient d'y accéder sont annulées, est-ce que vous me laissez la possibilité de m'entraîner au même titre que les sportifs de haut niveau? Nous, on a dû faire un choix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir un public prioritaire, on a pris ce critère des listes de haut niveau, sachant qu'aujourd'hui, lorsque on est un sportif qui était avant sur la liste haut niveau et qui aujourd'hui serait blessé, un sportif ne sort pas comme ça des listes de haut niveau. Un sportif, il reste sur la liste des hauts niveaux pendant au moins 5 ans, même s'il n'a pas eu les résultats en question. Ensuite, il passe dans une autre catégorie qui, elle aussi, est public prioritaire, c'est la liste des sportifs en reconversion. C'est difficile de rentrer sur cette liste, mais finalement, on met un peu de temps à en sortir. Donc, OK, j'entends la première réclamation qui est celle de dire, OK, j'étais juste à l'entrée et en fait, les compétitions qui me permettraient d'y accéder, vous ne m'autorisez pas à les faire. C'est vrai. Et en plus, je le dis, c'est dommageable, y compris pour la sélection peut-être de Tokyo, voire évidemment de Paris dans 3 ans. Alors, on espère pour Paris, on arrivera à donner la possibilité à ces jeunes de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et puis, pour ceux qui avaient des qualifications à jouer là pour Tokyo, de toute façon, on a été à l'écoute des fédérations. Quand les fédérations et les DTN nous ont dit, mais là, il y a vraiment une injustice parce qu'il y avait un petit jeune qui n'était pas encore sur la liste, mais il avait démontré qu'il avait toutes les capacités d'y être, on a su faire des dérogations pour qu'il puisse faire partie du public prioritaire. Très bien. Alors, je vois que le temps tourne. J'espère ne pas dépasser celui qui m'est imparti. J'ai encore 2 questions à vous poser, notamment en ce qui concerne un traitement territorial de la reprise, un traitement éventuel de la reprise des compétitions. Je m'explique. Je suis breton depuis le début de l'épidémie et je pense notamment aux Finistériens qui, eux, ont toujours eu un taux d'incidence très inférieur à la moyenne nationale, même au plus fort des pics épidémiques nationaux. Ils ont toujours eu un taux d'incidence extrêmement bas. Et on peut comprendre la frustration de ces gens-là qui voient le virus finalement assez peu circuler chez eux, être mis sur un pied d'égalité avec les territoires les plus en difficulté. Alors, c'est avec un temps de retard, mais ils finissent par arriver avec les mêmes contraintes que les territoires les plus touchés. Est-ce qu'il est utopique d'envisager un traitement différencié en faisant le constat objectif que finalement, sur certains territoires, le virus circule moins et qu'on pourrait peut-être anticiper ça et là des mesures qui se propageront plus largement ensuite? Alors, sur le champ du sport, en tout cas, c'est ce que moi j'ai proposé et poussé comme à l'arbitrage, c'est-à-dire que lorsque la situation permettra qu'on puisse avoir des mesures différenciées selon les… alors, je suis ravie parce qu'aujourd'hui ou hier, je crois, le président de la République et le Premier ministre ont annoncé leur arbitrage pour dire aussi qu'effectivement, ce sera étudié de manière différenciée selon les territoires, et notamment dans le champ sportif, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a plus le problème, il n'y a presque plus le problème qui nous empêchait au tout début de le faire, qui était cette notion d'équité sportive. Tant qu'on avait cet espoir de pouvoir reprendre des compétitions amateurs de la même manière sur tout le territoire, on pouvait encore avoir l'espoir d'avoir des championnats qui continuent ou qui reprennent et où, de toute façon, il ne pouvait pas y avoir cette territorialisation parce que sinon, ça allait empêcher la compétition de se tenir. Maintenant, on sait que nombre de fédérations ont annulé leur championnat classique amateur, qu'il va falloir qu'on se dirige vers des confrontations et des compétitions régionalisées, départementales, plus des rencontres amicales que vraiment des compétitions qui comptent, ou alors plus des rencontres de masse, des triathlons populaires, des courses populaires, des courses de cyclisme ouvertes à tous, que quelque chose qui fera partie d'un circuit de compétition avec des qualifications, des descentes, des montées, qui aurait vraiment posé problème si jamais on était territorialisé. Là maintenant, je pense que, y compris pour la reprise de la pratique, si la situation sanitaire nous permet de faire une différenciation selon les territoires, ce qui n'a pas été le cas là pendant les dernières 6 semaines, malgré effectivement des endroits qui étaient plus protégés, on voyait quand même arriver le danger d'un certain variant qui venait d'Angleterre, un autre variant qui venait du Brésil, dans d'autres territoires, et une circulation finalement du virus qui ne préjugeait pas que tel ou tel territoire allait être préservé.
Et donc, maintenant, si on sort progressivement de cette situation d'alerte et difficile pour toute la France, moi, effectivement, je préconise et je suis totalement en accord avec ce qui a été annoncé aujourd'hui, de reprendre selon les chiffres sanitaires du département ou de la région, dans le respect des étapes que je vous ai citées tout à l'heure. Bon, alors une dernière question, puisqu'il ne me reste extrêmement peu de temps. Je pense aux organisateurs qui ont tenu bon. Vous savez que voilà, il y a des organisateurs qui ont déjà d'ores et déjà annulé leur événement qui devait se tenir en juin, juillet, même septembre pour certains. Certains tiennent bon, ils ont des échéances, ils prévoient des événements mi-juin, début juillet. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces organisateurs? Alors, même si vous ne pouvez pas encore leur certifier qu'ils pourront le tenir, mais est-ce que ça vaut le coup de tenir le coup? Ou est-ce que, malheureusement, vous avez une mauvaise nouvelle à leur annoncer et ça va être compliqué à une si brève échéance? Non, moi je pense qu'il faut tenir le coup, comme je conseille aussi aux associations à tout prix de tenir intact, de garder le plus possible le lien avec leurs licenciés, parce que ça ne préjuge pas simplement du fait que les adhérents ne vont pas demander un remboursement là, fin de l'année, mais ça préjuge surtout des inscriptions de l'année prochaine, c'est-à-dire tant que les associations et les organisateurs d'événements se seront montrés actifs vis-à-vis de la population, plus la confiance sera facile à renouer à la rentrée ou dans les compétitions prochaines populaires qui seront organisées par ces organisateurs d'événements. Au ministère des Sports, l'année dernière, lorsqu'il a fallu refermer au mois de mars, nous avons fait un exercice que nous n'avions jamais fait avant au ministère des Sports, c'est-à-dire avoir un tableau qui réunissait tous les événements sportifs organisés sur tout le territoire. Et ça a été impressionnant de voir tous les événements, les organisateurs, petits, moyens, grands, qui se lancent dans de telles aventures, parce que ce sont des vraies aventures humaines, hein, d'organiser un événement sportif. Et nous avons, suite à ça, décidé d'avoir une plateforme dédiée au ministère des Sports, où chaque organisateur va pouvoir se mentionner, s'identifier, et puis expliquer l'événement sportif qu'il compte organiser, de manière à pouvoir aussi venir en soutien, comme nous venons aujourd'hui en soutien au cas par cas des grands événements nationaux, comme Roland-Garros, comme les différentes phases finales des sports collectifs nationaux, des grandes courses de cyclisme, des grandes courses automobiles auxquelles nous étudions au cas par cas la possibilité d'avoir un public, un nombre de participants, la sécurité, aider à la sécurisation de l'événement. Mais nous voudrions aller plus loin aujourd'hui au ministère des Sports et avoir un lien plus resserré avec les plus petits organisateurs d'événements sportifs en France et une visibilité, évidemment, parce que ça permettrait aussi une gestion de crise plus facile, comme ça a été le cas l'année dernière, mais dans un autre objectif, c'était plus pour leur passer l'information que ça allait plutôt pas se tenir. Là, aujourd'hui, j'espère que cette plateforme va être prête bientôt, mais c'est vraiment dans cette perspective de pouvoir, d'ici l'été, nouer un contact particulier, avoir, nous, une visibilité au niveau national des événements qui doivent se tenir, pour pouvoir aussi intervenir auprès des préfets, pour pouvoir aussi donner corps à ce lien plus particulier qu'on a demandé aujourd'hui de se nouer en fait entre les préfectures et les organisateurs d'événements, entre les préfectures et les salles de sport, entre les préfectures et les associations sportives de territoire, pour acclimater aussi les préfets qui, eux, sont à la manœuvre, qui ont la main pour donner l'autorisation de la tenue d'un événement et leur faire prendre conscience de ce qu'est un événement sportif, aussi bien sur le plan économique, aussi bien sur le plan du rayonnement du territoire, aussi bien au niveau de la mobilisation de tout un écosystème économique, d'emploi aussi, d'engagement bénévole sur un territoire. Et nous intervenons autant que possible, et nous aimerions encore plus intervenir dans cette relation qui se noue aujourd'hui entre les organisateurs et les préfets sur un territoire, pour pouvoir faciliter le dialogue, pour pouvoir faciliter aussi peut-être la décision demain, lorsque leur sera donnée cette faculté plus forte d'autoriser ou pas, dans un contexte qui ne sera pas forcément le même que maintenant, avec aussi des nouveaux outils de gestion de crise. Je pense au pass sanitaire, je pense à la capacité aussi de mettre en place peut-être une incitation à la vaccination aussi au moment de ces organisations sportives populaires, puisque nous avons aussi besoin aujourd'hui de parler aux Françaises et aux Français du vaccin qu'il leur faut au bon moment, et que voilà, au moment où on a tous envie de reprendre une vie normale, le sport et l'incitation à aller vers des événements festifs, qu'ils soient culturels ou sportifs, peut être une bonne incitation à avancer dans la gestion de cette crise. Donc voilà, nous, c'est des choses qu'on pousse en national,
Maintenant, il va falloir qu'il y ait des arbitrages, évidemment, parce que ça ne dépend pas de moi, ministre des Sports, si le pass sanitaire va être mis en place, ou le QR code, ou vous voyez, tous ces nouveaux outils, mais en tout cas, main dans la main avec les grands organisateurs d'événements, et on pense qu'ils représentent aussi la volonté des plus petits organisateurs d'événements. On veut avancer pour qu'ils puissent se tenir, ces événements, cet été, et que ça permette de renouer aussi avec la pratique sportive de masse, dès qu'il sera moins dangereux de se côtoyer, de se mélanger. On sera donc attentif à toutes les annonces qui vont être faites sur le sujet dans les jours, les semaines qui viennent. Et je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé. Et je vous souhaite une bonne continuation dans cette gestion de crise pas simple pour tout le monde. Merci encore, Madame Merci. Marais-Sénéanou. Bon courage à vous Merci. aussi. Au revoir. Au revoir.